Merci Christiane. Donc, je vais prendre le relais directement pour aborder, on va dire, de façon extrêmement concrète la confrontation que nous avons eue vis-à-vis de l'utilisation en fait, des tests alternatifs sur le domaine réglementaire. Donc, il faut passer par des organismes de validation. Le mot a été prononcé déjà plusieurs fois et un peu présenté. Typiquement, en Europe, c'est l'ECVAM. Donc, il y a l'équivalent aux États-Unis, au Japon, etc. Et donc, il a fallu concrètement se confronter à cet environnement. Et vous allez voir que c'est vraiment un petit peu complexe. Donc, voilà, moi je suis responsable R&D d'une toute petite équipe dans une start-up de biotech qui est installée à Toulouse. Et on travaille en partenariat étroit avec le CNRS, tellement étroit d'ailleurs qu'on est accueillis dans les locaux et on développe des projets publics-privés donc, avec le CNRS. Et plus particulièrement dans un laboratoire qui s'appelle le LAS, qui est une grosse unité CNRS, une des dernières rares unités propres du CNRS à Toulouse, qui est donc spécialisée dans l'automatisation, la miniaturisation, toutes les technologies de microfluidique, voilà, tout ce qui peut être en effet appliqué à faire de la miniaturisation et du haut débit. Voilà. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, quels sont les objectifs de ce programme Valitox ? Christiane rappelait qu'il a démarré il y a bientôt 7-8 ans au moins. Enfin, concrètement, à partir de 1990, on a commencé à tester des molécules. Donc, l'idée, en fait, c'est d'évaluer le niveau de prédiction de cette approche Valitox. Je vais revenir un peu dessus un peu plus tard, en comparant directement les données humaines et des données in vitro. Ensuite, bien évidemment, de fournir ces données, tout l'ensemble des données qui sont nécessaires à l'entrée en phase de validation au niveau de l'ECVAM, et se positionner sur les principaux règlements européens qui sont extrêmement utilisateurs en modèles animaux, donc REACH avant tout, bien sûr, la cosmétique, moins maintenant avec le bannissement en cours en fait, des méthodes animales, et puis la directive biocide, qu'il ne faut pas oublier aussi. Voilà. Et puis, ça, on l'a appris en cours de process, c'est cibler un domaine d'application. Et on a ciblé donc la toxicité aiguë. Alors je vais revenir un petit peu aussi dessus. Pourquoi la toxicité aiguë ? En tout cas, on était parti sur l'idée un peu naïve qu'à partir du moment où on démontrait qu'une technologie avait déjà une application bien démontrée, validée, on pouvait ensuite l'appliquer à des domaines connexes qui, pour nous, ne modifient en rien la nature de la technologie, mais uniquement le type de molécule, etc., quoi, ou le type de toxicité qui était en jeu. En fait, il n'en est rien. Dès qu'on change... dès qu'on passe d'un domaine à l'autre, qu'on passe de la toxicité aiguë à la toxicité chronique, il faut tout reprendre à zéro, quoi. Voilà. Donc, on est parti concrètement sur cette toxicité aiguë. La diapositive suivante. Alors, on peut s'arrêter quelques instants rapidement sur ce qui un peu sépare les tests in vitro des tests animaux. Alors, le paradigme des tests animaux, il repose d'abord, évidemment, avant tout sur le fait que ce sont des organismes entiers qui donc vont intégrer de manière la plus efficace l'agent xénobiotique ou la molécule toxique. Mais il repose aussi ensuite sur la similarité des fonctions d'organes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est évidemment, un rat, une souris va avoir aussi un cœur, un foie, un poumon, etc. Et quelque part, c'est là-dessus que tout démarre, quoi. Et finalement, c'est un leurre scientifique, clairement, puisqu'on sait, la science moderne l'a très très largement démontré. Bien sûr, toutes ces fonctions d'organes sont similaires, mais si on rentre un peu dans les détails, c'est là que se fait absolument toute la différence. Voilà, bon, on cite très souvent les cytochromes P450, par exemple, qui sont extrêmement différents. Donc, ce sont ces protéines qui métabolisent les agents externes. Et donc, voilà, elles sont extrêmement différentes d'une espèce à une autre. On ne va pas avoir du tout les mêmes métabolismes. Et donc, on va aboutir à des toxicités qui vont être extrêmement variables d'une espèce à l'autre. Donc, voilà. Donc là, c'est un leurre scientifique. Donc, conclusion, évidemment, on peut difficilement extrapoler les données toxicologiques d'une espèce à une autre. L'autre point qui est essentiel aussi, c'est que les tests animaux, eux, n'ont jamais été validés. Ils sont toujours présentés comme des, bon, ça a déjà été dit avant, je vais passer vite, mais comme des gold standards, voilà, des méthodes de référence de facto imposées pour l'évaluation du risque sanitaire. Et on nous demande, nous, développeurs de tests alternatifs, de nous positionner par rapport à ces tests animaux. Est-ce qu'on est capable au moins de faire aussi bien ? En gros, c'est ce genre de discours qu'on a quand on commence à dialoguer avec les organismes de validation.
Voilà. Alors bien sûr, l'adage qui a déjà été rappelé de Thomas Hartung, hein, nous ne sommes pas des rats de 80 kg. Bon, tout à l'heure c'était 70 kg, mais bon. Ça c'est la version allemande de Thomas Hartung. Voilà, donc c'est une personne vraiment intéressante puisque c'est un toxicologue. Il a été nommé à la direction donc, de l'ECVAM au début des années 2000 parce que le centre ne produisait absolument rien en termes de méthodes validées. Il a quitté l'ECVAM 3-4 ans plus tard pour passer aux États-Unis, on va dire, et s'occuper du programme TOX 21, qui est un gros programme sur la toxicologie et les applications réglementaires, basé sur un autre paradigme qui est plus partir en effet des modèles cellulaires et des modèles alternatifs pour construire les méthodes de demain. Voilà. Donc, dernier point. Par contre, là, on n'a pas tout, je pense. Le taux de prédiction donc, pour l'espèce humaine est basé, dans le cadre des données animales, de 60 à 70%. Ça, c'est l'ensemble, on va dire, de la bibliographie du domaine qui le dit. Et pour les données cellulaires, autour de 70 à 80%. Et on peut même passer un peu au-dessus de 80% à partir du moment où on utilise des batteries de tests. Voilà, on va revenir aussi un petit peu là-dessus. Donc, on en arrive au fait que la cellule semble être un modèle in vitro universel, du moins c'est le cas depuis une cinquantaine d'années. En gros, l'essentiel des tests in vitro qui ont été validés par l'OCDE, parce que finalement c'est l'OCDE qui valide, hein, l'ECVAM donne un avis, et finalement c'est l'OCDE au niveau de l'Europe qui valide. L'essentiel des tests validés, on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup, sont des tests cellulaires, plus quelques tests ex vivo qui utilisent des cornets, par exemple, cornets de bœuf qui sont récupérés sur des animaux qui sont abattus pour la consommation. Donc voilà, donc pourquoi la cellule? D'abord parce que la cellule, c'est la plus petite unité fonctionnelle du vivant, donc ça c'est intéressant parce que quelque part, elle va mimer cet aspect intégrateur hein, qu'on retrouve bien sûr chez l'animal, donc ça rend le modèle vraiment intéressant. Et on dispose depuis maintenant presque 70 ans donc, de lignées cancéreuses dites immortelles. Donc vous avez ici voilà, une photo d'Henrietta Lacks, qui était donc une patiente nord-américaine de 31 ans, qui avait été diagnostiquée pour un cancer du col de l'utérus et un cancer très invasif. Donc, une biopsie avait été prélevée, avait été mise en culture. Ça faisait des années qu'on essayait de mettre des biopsies comme ça en culture, ça ne marchait jamais. Et ce jour-là, ça s'est mis à marcher. Les cellules donc, ont été appelées les cellules LA, que j'imagine beaucoup de gens ont déjà entendu parler. Il y a d'ailleurs un livre de Rebecca Schlott, une journaliste américaine, qui est devenue un best-seller aux États-Unis, qui a été traduit en français, qui est au livre de poche à l'heure actuelle, qui s'appelle les différentes vies d'Henrietta Lacks, qui récapitule en fait, qui retrace son histoire à elle, puisque bon, elle est morte quelques mois après le prélèvement, sans avoir jamais su d'ailleurs, ni de près ni de loin, que ces cellules étaient utilisées pour la recherche. À l'époque, c'était un peu on était un peu dans cet état d'esprit. Voilà, et donc cette étude journalistique reprend son tracé à elle, ensuite le tracé de ces cellules qui très rapidement ont envahi le monde scientifique. Hein. Dès 1955, 4 ans après, il y avait 600 000 boîtes de culture qui étaient échangées dans le monde entre laboratoires. C'était vraiment une révolution. On pensait à l'époque résoudre la problématique du cancer avec ces cellules. Voilà, et ensuite, évidemment, la prise de conscience dans les années 80-90 de sa famille qui a tout d'un coup découvert que leur mère, grand-mère, que les cellules de leur mère, grand-mère étaient utilisées dans tous les laboratoires du monde. Voilà. Donc, alors ces cellules sont donc des cellules, depuis il y a évidemment des centaines de lignées cellulaires différentes. Ces cellules sont très généralement d'origine cancéreuse. Sont-elles représentatives de l'organisme humain ? Clairement non. Une cellule, d'ailleurs qu'elle soit cancéreuse ou non, ne récapitule pas évidemment un organisme humain. Hein, on ne va pas du tout prétendre à aller jusque-là. Leur utilisation, par contre, elles ont pas mal d'avantages. La première, c'est que leur utilisation ne pose pas de problème et de soucis éthiques, partant évidemment du principe actuel qu'on obtient donc l'accord évidemment du patient ou du donneur. Ces cellules sont donc plus prédictives, on l'a dit avant, donc des effets toxiques chez l'humain que ne le sont les modèles animaux. Et puis il y a un autre aspect qui est vraiment fondamental, c'est qu'elles sont facilement standardisables et orientées vers le haut débit. L'industrie pharmaceutique a compris ça depuis les années 90, développé donc des plateformes de haut débit. Au départ sur des plaques avec 90 petites boîtes de culture à l'intérieur, puis 384, puis 1536.
Voilà, et à l'heure actuelle, dans l'industrie pharmaceutique, on peut cribler jusqu'à 100 000 molécules par jour sur des modèles cellulaires et avoir les premières informations sur les futurs candidats de demain. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, ah ben voilà, comme ça marche. Donc, des modèles cellulaires, par contre, qui deviennent, avec la biologie moderne, de plus en plus pertinents. Alors, on va citer, bien sûr, les cultures primaires, cultures organotypiques. Les cultures primaires, donc, c'est des cultures qui sont indirectement issues d'un organisme. Les cultures organotypiques, ben, c'est typiquement les modèles de peau reconstitués, hein, comme L'Oréal, par exemple, a fait valider par l'ECVAM des modèles de peau. On va revenir dessus sur les applications. Ensuite, le dernier modèle cellulaire qui est vraiment passionnant sont les cellules souches humaines induites pluripotentes, voilà, qui ont valu à Yamanaka le prix Nobel en 2012. Donc on peut récupérer, prélever à l'heure actuelle donc, des cellules somatiques, disons des cellules de peau, les reprogrammer en culture, en faire des cellules souches. D'accord ? Et ces cellules souches vont ensuite avoir, alors là on voit plus trop, mais ces cellules souches vont pouvoir être à nouveau redifférenciées en différentes cellules comme des neurones, des cellules ciliées, ou des cellules cardiaques, des hépatocytes, etc. Tout ça donc à partir d'un patient, et donc on va avoir des cellules différenciées de différents organes qui vont évidemment pouvoir avoir un intérêt en termes de médecine personnalisée directement au niveau du patient, mais aussi évidemment en termes de prédictibilité des effets humains sur des tests in vitro. Voilà. Et donc, la dernière nouveauté, on va dire, ce sont les organes on chip, hein, qui utilisent en bonne partie de la microfluidique. Alors, certains organes on chip sont déjà commercialisés. Alors, ils miment en fait une fonction d'organe, par exemple le foie, ou la fonction hépatique, ou la fonction cardiaque, etc. Et puis, petit à petit, on passe à des multi-organes. Voilà, où ça, c'est une équipe américaine qui travaille sur ce genre de process miniaturisé, où on voit donc de la microfluidique qui mime à l'échelle donc microscopique les vaisseaux sanguins, tout ça, et puis les différentes fonctions d'organes. Vous avez ici le cœur droit, le cœur gauche, le foie. Donc là, le foie, donc c'est des cellules de foie pour le coup, le poumon en haut, voilà. Donc on avance sur ces technologies qui utilisent des modèles cellulaires qui sont évidemment beaucoup plus pertinents, qui n'ont pas encore atteint une maturité dans le sens où il n'y a pas d'accès encore au débit par exemple, et puis ils n'ont pas été encore standardisés, normalisés. Voilà. Mais enfin, ça vraiment, s'il y a un avenir dans la biologie cellulaire en termes de tests alternatifs, probablement ça va passer par les organes on chip. Et ça commence déjà à l'être. Voilà. S'il vous plaît, là-dessus. Voilà. Alors, les aspects réglementaires, donc rapidement, plusieurs directives européennes, REACH, la cosmétique, biocides, qui sont en place, certaines depuis le début des années 2000. À l'heure actuelle, le constat, c'est que 90% des tests minimum de toxicité sont réalisés sur des animaux. Je pense que ça a été évoqué déjà très largement avant. REACH, finalement, c'est 140 000 substances qui sont attestées, toutes les substances qui ont été référencées depuis 1983, et qui sont produites ou commercialisées en Europe au-delà d'1 tonne par an sont concernées par REACH. Et il appartient dorénavant donc à l'industriel de démontrer l'innocuité de chacune de ces substances. Voilà. Donc il y a un enjeu qui est absolument énorme. Cette directive donc, nécessite plusieurs millions d'animaux, 2 à 50 millions selon les premières estimations. On pense maintenant qu'on sera plus proche des 50 millions que des 2 millions, pour un coût qui est estimé jusqu'à 9,5 ou voire 10 milliards d'euros. Et on pense là aussi que c'est le coût réel de REACH qui est attendu d'ici à 2020. Voilà. Donc on le voit, un besoin urgent en nouvelles approches afin de résoudre ces problèmes d'éthique, de coût, de fiabilité, de débit. Voilà. Donc on est sur un terrain qui a priori est très favorable. Alors concrètement, l'historique des validations, c'est quoi ? En 1990, premier workshop sur la validation en Suisse, à Emden. En 91, création de l'ECVAM. En 94-15, introduction des premières notions de prévalidation, de modèles de prédiction. Et en 95, reconnaissance de l'ECVAM par l'Union européenne qui en fait son laboratoire en fait, de validation. Voilà. En 97, 3 tests sont validés, donc on se dit ça démarre bien. Bon, ce sont 3 tests qui avaient déjà été validés en 1983 par l'OCDE sur la génotox, en particulier le test d'Ames, donc il y avait en gros absolument rien de nouveau. Et alors après, il faut attendre 2004 pour avoir à nouveau des tests. Donc on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose entre-temps.
4 tests, donc un test sur la phototoxicité, tout ce qui concerne l'absorption corrosion cutanée. Ensuite, en 2009-2011, on a à nouveau 4 tests, 2 tests sur les perturbateurs endocriniens, qui vont avoir des applications extrêmement limitées, malheureusement. 2 tests, un test à nouveau de génotoxicité et d'irritation cutanée. Donc tout ça, là, c'est les modèles de peau, en fait, qui ont été développés par L'Oréal et autres. Et puis, depuis 2011, il se passe quasiment rien. Il y a eu un test validé sur la génotox en 2012, et en 2015, 2 tests qui, pareil, recouvrent à peu près des domaines antérieurs sans apporter de nouveautés. Donc on voit que, en gros, l'ECVAM ne produit... Donc 14 tests in vitro, en fait, qui ont été validés par l'OCDE en 20 ans. Donc autant dire rien, quoi. Ça ne recouvre pas du tout l'ensemble des domaines. C'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. Voilà. Donc en gros, on a 4 tests disponibles. Alors tout ça, ce sont les différents domaines sur lesquels il faut se positionner quand on commence à aller vers l'ECVAM. La génotox, donc, on a 4 tests qui sont déjà des tests anciens, mais qui ne permettent qu'une substitution partielle, en fait, des tests animaux. D'accord ? En toxicité aiguë, rien. En toxicité chronique, les doses répétées, les cocktails, etc., rien. En irritation, corrosion oculaire, là, on a des modèles un peu comme les modèles de peau. 2 tests, substitution partielle. La même chose donc sur les tests cutanés, les modèles de peau, avec là aussi par contre en plus des tests ex vivo, les fameuses cornées de poulet et cornées bovines. Voilà, toujours pareil, substitution partielle. C'est-à-dire, en gros, quand on dit substitution partielle, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les molécules sont classées pour leur étiquetage. Et il y a des molécules qui sont classées extrêmement peu toxiques et d'autres extrêmement toxiques. Puis évidemment, l'énorme majorité des molécules se retrouvent entre les deux. Et les tests alternatifs, tels qu'ils ont été validés, permettent de dire qu'une molécule n'est pas du tout toxique ou est extrêmement toxique. Mais dès qu'on rentre dans l'ensemble des subtilités, voilà, des cadres intermédiaires, des catégories intermédiaires, on passe directement au test animal, c'est-à-dire le test cellulaire où le test alternatif n'est pas reconnu. Voilà. Donc en gros, on a l'impression qu'il y a des tests qui sont validés, mais finalement ils le sont sur une substitution qui est en plus extrêmement partielle. Voilà. Donc le seul test qui soit à l'heure actuelle disponible en Europe sur une substitution totale, c'est la phototoxicité. Voilà. Et qui en plus n'est pas demandé dans REACH pour le coup. Les perturbateurs endocriniens, donc il y a eu 2 tests, mais alors là c'est une substitution extrêmement partielle aussi. Et puis dans les dernières grandes catégories de REACH que sont la reprotoxicité, qui est de très loin le domaine consommateur, on va dire, en test animal, il n'y a absolument rien. La carcinogénicité non plus. Et tout ce qui est, ça c'est une spécificité en fait de REACH, une nouveauté de REACH, c'est tout ce qui est écotoxicité. Il y a des tests chez le poisson, chez les oiseaux, et là aussi, il n'y a absolument aucun test validé. Et même, quand je dis aucun, c'est même pas en cours de validation. C'est absolument rien qui soit de près ou de loin sur le chemin, quoi. Voilà, diapositive suivante. Alors, le processus de validation, très vite, je pense que c'est important de rentrer dans ces détails, parce qu'on voit un peu ce qu'il faut faire pour avancer. Et pourquoi aussi le système n'avance pas, peut-être. Définition de la méthode proposée. C'est des dossiers qui font, je vous passe les détails, mais une centaine de pages. Donc le type de mesure, qu'est-ce qu'on mesure exactement, un protocole opératoire standardisé, des contrôles positifs, négatifs, qu'il faut donc définir, une base mécanistique, ça c'est nouveau, par contre, ça fait quelques années que ça a été mis en place, le mode of action, qui vient de cette on va dire de ces études américaines de TOX 21. C'est-à-dire, dorénavant, on ne peut plus déposer un test si on ne sait pas comment il marche, quoi, en gros. L'analyse donc des limitations du test, une analyse concurrentielle, c'est-à-dire comparer avec d'autres tests qui répondent aux mêmes aux mêmes questions. Ensuite, la fiabilité, ça par contre, évidemment, c'est extrêmement important, c'est-à-dire on doit démontrer que le test est reproductible, c'est-à-dire qu'on a donc ce protocole opératoire standardisé, la SOP. On le passe d'un technicien ou d'un ingénieur à un autre et il doit sortir les mêmes résultats, voilà, ou des résultats qui sont statistiquement similaires. Donc ça, c'est la reproductibilité au niveau du labo. Et ensuite, la transférabilité, c'est-à-dire on va envoyer uniquement le protocole
à un autre laboratoire qui se trouve en Suède ou au Portugal, et il va devoir acheter tout le matériel, les cellules, les lots, etc., et avoir à nouveau exactement les mêmes résultats. Donc c'est fait quand même de façon extrêmement sérieuse, mais tout ça, ça a des coûts assez colossaux, quoi, évidemment. Et tout ça, au départ, c'est à la charge donc, du déposant, puisqu'on est encore en amont de la phase de prévalidation. Ensuite, la pertinence, donc évidemment la sensibilité, la spécificité et la prédictibilité, être capable d'élaborer un modèle de prédiction qui va prédire les effets humains à partir des effets observés sur votre test cellulaire. C'est bon? Je suis dans les temps? Dans notre contexte de toxicité aiguë, on a à notre disposition 2 bases de données qui sont fondamentales et qu'il s'agit de bien comprendre. C'est la base de données MEIC et la base de données issue d'AcuTox. Il s'agit en fait de bases de données de doses létales 50 obtenues chez l'humain à partir donc de centres antipoison et d'études de dossiers sur lesquels, sur un corpus d'une vingtaine d'années, on a pu en fait récupérer des doses létales pré-mortem, des doses létales post-mortem dans les cas d'intoxication aiguë, et à partir de là, déterminer quelle est la dose 50, la fameuse DL50 qu'on évalue donc depuis les années 30 chez le rat, d'arriver à évaluer pour, à l'heure actuelle, une centaine de molécules, cette DL50. Alors dès lors, ça devient vraiment intéressant parce qu'on peut directement comparer le modèle cellulaire ou le modèle alternatif avec les données humaines sans passer par le modèle animal. D'accord ? Et ensuite, on peut même faire, c'est encore plus intéressant, une corrélation. Qu'est-ce que le modèle animal donne exactement dans ces conditions et pouvoir dire qui est le meilleur, quoi. Voilà. Donc ça devient intéressant. Alors, le processus de validation, au départ, on a donc toute l'étape de recherche, en général 1 an à 5 ans, la compréhension des voies de toxicité, les mécanismes en jeu, etc. De là, on passe au développement. Donc, on définit donc une nouvelle méthode avec la SOP, tout ça. Ça aussi, c'est 2-5 ans. En moyenne, ça c'est issu d'une étude rétrospective. Ensuite, on rentre en prévalidation. Donc là, il y a un dialogue. Nous, on en est là, en gros. On a un dialogue constant avec l'organisme qui est chargé de la prévalidation. On a un protocole qui est optimisé, transférable, une démarche multicentre qui a été déjà engagée. Et ça dure aussi 1 an, 2 ans. Établissement de la fiabilité et de la pertinence par l'organisme de validation, donc 2 ans, 5 ans. Ça, c'est des manips qui sont faites en interne à l'ECVAM. Ensuite, une revue, qui est une évaluation indépendante donc, par les pairs, 2-3 ans. À chaque fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système, on revient soit au développement, soit à la prévalidation et on reprend le process. Et puis finalement, une adoption qui met encore de 1 à 3 ans. Quoi. Donc on voit qu'à minima, on est autour de 7 ans, mais à maxima, on est plutôt autour de 15. Quoi. Et même des expériences comme les modèles de peau, avec quand même des grands comptes derrière, qui avaient beaucoup de sous, on va dire, donc pour développer les tests, ont mis en moyenne plus de 10 ans, quand même, 10-12 ans dans le cas des modèles de peau de type L'Oréal. Voilà. Donc, diapositive suivante. Alors le test ValidTox, très vite, sur le plan donc, scientifique, il est basé sur des propriétés, donc on utilise des modèles cellulaires, n'importe quel type de modèle cellulaire, et il est basé sur des propriétés de fluorescence d'agents qui vont aller marquer l'ADN. Donc dans une cellule vivante normale, on va avoir peu de fluorescence, et on a découvert récemment que ce niveau très bas de fluorescence est dû au fait que les cellules en fait, activent un système qui fait ressortir les molécules, puisque notre molécule est reconnue comme un agent toxique pour la cellule, quelque part, notre molécule fluorescente, et elle fait ressortir donc, ces molécules sur le même mode qu'on appelle le mode MDR, donc, qui est c'est pas mort de rire, hein, bien sûr. Hein. C'est multi-drug resistance, voilà, donc c'est tout ce qui est résistance aux drogues et qui sont le quotidien en fait des cancérologues lors des protocoles de chimiothérapie. Hein. C'est ces mécanismes cellulaires qui font ressortir en fait les médicaments anticancéreux donc des cellules et voilà. Donc, à l'inverse, lorsque les cellules sont altérées, ont été altérées par une toxicité, la fluorescence est élevée et on n'observe pas du tout, la fonction MDR ne fonctionne plus. Donc, on va jouer en fait sur ces niveaux de fluorescence pour dire si la molécule qu'on a testée, a exercé une toxicité ou pas sur les cellules. Voilà. Et on obtient ensuite, on va faire varier ensuite les doses de molécules
de substances toxiques, et on va observer donc des concentrations pour lesquelles il n'y a pas d'effet, et des concentrations pour lesquelles l'effet est maximum, et de là on va pouvoir calculer, comme on fait donc sur une DL50, une dose létale 50 sur la cellule pour le coup, et c'est ça qu'on va ensuite corréler avec les données humaines. Voilà, donc on en arrive un peu à la fin de l'histoire. Diapositive suivante. Donc, quelque part, on va pouvoir établir à partir donc, alors là, on a utilisé 53 substances issues de ce fameux programme AQTox, donc des données humaines. On a mis donc, sur le même graphe les doses létales 50 donc, chez l'humain et les doses létales 50 que nous, on a obtenues avec le modèle cellulaire. Et on voit que les points en fait, s'organisent dans un nuage qui forme plus ou moins une droite, hein, donc avec un niveau de confiance de 70%, hein, on revient à peu près à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, et à partir de l'équation de cette droite, on peut définir un modèle de prédiction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la concentration d'une molécule X testée, on peut à partir donc, de ce calcul définir quelle est la concentration létale 50 chez l'humain. Voilà, avec, encore une fois, ce niveau de confiance qui est ici de 70%. Voilà, et pour finir, diapositive suivante, on nous demande aussi, ça peut paraître un peu paradoxal, mais de positionner le test par rapport aux données animales aussi. Bon, alors par exemple dans le règlement CLP, qui est relatif à l'étiquetage de toutes les substances et les mélanges, il y a 4 catégories, en fonction, là à chaque fois, donc c'est un test animal qui est réalisé, il y a 4 catégories, et nous on réalise notre test cellulaire, et en fonction des données bibliographiques connues chez la souris et du classement des molécules, donc par rapport à ce test souris, on a mis en place aussi donc, un modèle de prédiction qui nous a permis de montrer que le test cellulaire est capable, exactement de la même manière, à classer les molécules dans les différentes catégories, à 3 ou 4 molécules près. C'est-à-dire on a 29 substances sur 34 qui sont classées dans la bonne catégorie, 4 qui ont été surclassées d'une catégorie, et une en fait qui a été sous-classée d'une catégorie. Voilà. Alors cela, en plus, c'est assuré que le test animal avait raison, quoi, en disant ça. Donc à la base, hein, du moins c'est voilà. Et donc finalement, nous on peut rien conclure. On peut pas savoir si finalement celle qui est surclassée d'une catégorie, est-ce que en effet c'est dû au fait que le test animal n'a pas marché ou que le test cellulaire n'a pas marché. Voilà, donc bon, on nous demande ce genre de données. Ça donne quand même une indication du fait que, d'une manière ou d'une autre, le test cellulaire renvoie vers des résultats qui sont relativement similaires aux tests animaux et aux données humaines quand elles existent. Voilà. Donc dernière diapositive, je pense, juste pour vous signaler d'autres applications donc, de ce programme. D'abord, un programme sur lequel on était rentré dès 2008, le programme national Arcachon, donc, qui avait pour objectif d'éliminer le test souris qui était utilisé par les autorités sur la filière ostréicole pour démontrer la présence de toxines marines comme l'acidocadaïque, les pecténotoxines. Voilà. Donc il y avait eu un problème au niveau de la filière ostréicole qui était bloquée tous les 2 mois par un test souris qui était positif, alors que tous les autres tests chimiques démontraient qu'a priori il n'y avait pas les toxines, quoi. Voilà, pourtant, les souris mouraient, donc personne ne comprenait cette affaire-là. Et donc, on a fait partie de ce programme-là et pu démontrer, en effet, que le test souris, en fait, n'était pas du tout fiable dans ce contexte. Voilà. Le deuxième programme sur lequel on a participé, c'est le programme RIMNES, un programme coordonné par l'Agence nationale pour la recherche, qui s'est terminé en 2015, sur la biosurveillance de la pollution au méthylmercure en Guyane française, en lien avec l'orpaillage clandestin. Donc là, c'est complètement différent. On cible une molécule, c'est le méthylmercure, qui se bioaccumule, en fait, dans la chaîne alimentaire via les poissons, et de voir comment on peut mesurer directement avec un modèle cellulaire la présence de ce méthylmercure. Et enfin, le programme MONOIL qui est en cours, qui est aussi coordonné donc, par l'Agence nationale pour la recherche et qui concerne la biosurveillance de l'impact sur les organismes vivants de la pollution liée à l'activité pétrolière en Équateur. Donc voilà, en partenariat avec les autorités équatoriennes, où on recherche les taux en fait de HAP, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, hein, comme le benzoapyrène par exemple, qui est un très fort cancérigène, sur des échantillons aussi
en provenance donc des rivières d'Équateur. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Christiane et merci Christophe. Merci à vous.